Je suis plutôt du genre écolo. J'essaie de ne pas gaspiller d'énergie, je circule à vélo dès que possible, du moins quand il fait beau, et j'achète le plus souvent des produits bio. Pourtant, je me sens de plus en plus coupable lorsque j'achète de la viande, des produits importés ou que je lorgne un nouveau modèle de téléphone portable. Sans parler des montagnes d'emballages plastiques que je jette chaque semaine à la poubelle. Quel impact mon mode de vie a-t-il réellement sur l'environnement? Je dresse mon bilan carbone. Le résultat est consternant. J'émets plus de 9 tonnes de CO2 par an. Pour être en accord avec les objectifs climatiques, il ne faudrait pas dépasser les 2,5 tonnes par personne. Maigre consolation, je suis tout de même en dessous de la moyenne nationale allemande qui s'élève à 11 tonnes. J'aimerais réduire mon empreinte écologique. Mais est-ce possible sans perdre en qualité de vie? D'une manière ou d'une autre, nous serons forcés de changer nos habitudes. Mais peu d'entre nous sont prêts à renoncer à l'idée de pouvoir disposer de tout en permanence. Nous renouvelons de plus en plus souvent nos équipements et croyons dur comme fer que notre salut passe par la croissance économique. Et peu importe si pour cela nous produisons des montagnes de déchets, polluons notre atmosphère et gaspillons nos ressources naturelles. Pour que le produit intérieur brut augmente, nous devons consommer toujours plus. Mais l'accumulation des biens et des services est-elle un indicateur fiable de prospérité et de bonheur? En augmentant notre consommation et en facilitant les déplacements, ne sommes-nous pas en train de saboter notre avenir et celui des générations futures? Quelles sont les alternatives possibles? Je pars en quête de réponses. Je rencontre le spécialiste de l'économie de l'environnement Nico Pech en transit à Cologne. Opposé au dogme de la croissance, l'universitaire qui donne des cours à la faculté d'Oldenburg a réussi à réduire son bilan carbone à 4,5 tonnes, notamment en utilisant exclusivement les transports en commun. Notre modèle de prospérité actuel, basé sur la croissance, n'est pas viable à long terme parce qu'il a trop de répercussions sur l'environnement. Jusqu'à aujourd'hui, le progrès ne nous a pas donné la solution pour améliorer notre niveau de vie sans nuire à notre environnement. Autre problème, nous allons bientôt être confrontés à une raréfaction de nos ressources naturelles. On parle de plus en plus du pic pétrolier. Ce terme désigne le moment où l'extraction mondiale de pétrole aura atteint son niveau maximum avant de décliner. Mais cela ne concerne pas que le pétrole. L'espace se raréfie, l'eau se raréfie, les phosphates indispensables à notre alimentation se raréfient. C'est aussi le cas de nombreux métaux et de ce qu'on appelle les terres rares. Or, notre modèle de croissance actuel dépend entièrement de ces ressources. Comment ne plus dépendre de ces ressources? Quelles sont les alternatives? Je pars pour la France, à Lyon, le berceau de la décroissance. Depuis les années 1990, le mouvement des objecteurs de croissance y fait entendre sa voix et attaque ouvertement le dogme de la croissance. Il prône un modèle de prospérité qui ne soit plus fondé sur l'exploitation effrénée des ressources naturelles. Son credo, avoir moins pour vivre mieux. En se libérant du carcan de la société de consommation, en adoptant un mode de vie plus simple et en réduisant son empreinte écologique. Jean-Marc Vignoboul a mis la théorie en pratique et renoncé à la voiture, dans une ville pourtant peu adaptée à l'usage du vélo. Il travaille bénévolement au journal La Décroissance. Le mensuel satirique a été fondé par une association de lutte contre la publicité, les casseurs de pub. Ah d'accord, ok. Il a fait une intervention avec beaucoup d'humour. Sans pub, donc avec forcément moins d'argent, mais qui demande aussi une participation en fait des personnes. Donc moi j'habitais à Lyon et je trouvais ça naturel de venir plier le journal. Du coup c'est l'occasion de donner un coup de main à la rédaction. Et puis aussi de rencontrer des gens qui ont un peu les mêmes idées que moi, pas forcément les mêmes, mais qui sont au moins proches de ma philosophie sur pas mal de choses. Moins de consommation, moins de production, démondialisation et baisse drastique de l'activité économique. Les revendications des objecteurs de croissance, souvent taxés de rabat-joie et de farfelus, mettent au défi la société d'aujourd'hui. L'ancien publicitaire Vincent Chenet est l'un des initiateurs du mouvement.
Pourquoi la décroissance? Évidemment parce que tout le monde comprend, un enfant de 5 ans le comprend. La croissance infinie dans un monde qui est un monde limité, c'est impossible. Or, notre système est fondé sur cette aberration. Donc nous ne pouvons plus continuer dans cette voie. C'est aussi simple que ça. Alors nous le disons souvent, c'est une crise qui est une crise certes économique, c'est une crise écologique parce que nous touchons aux limites des ressources naturelles, et puis c'est aussi une crise de l'économie psychique de nos contemporains. Pourquoi? Parce que, je dirais, au-delà de la croissance économique, eh bien, il y a un modèle qui est un modèle anthropologique, c'est l'individu vu d'abord et avant tout comme un agent économique, c'est-à-dire un producteur-consommateur dont on mesure le bien-être, le bonheur, à l'aune de l'augmentation du produit national brut. Pour vivre en adéquation avec ses idées, Jean-Marc a dû changer bon nombre de ses habitudes. Il fait ses courses dans cette épicerie bio où le conditionnement des produits a été réduit au minimum. Alors, en fait, c'est juste une question d'organisation. Chaque fois que je viens ici, je prends des pots comme ça qui sont vides. Ensuite, je les remplis quand je vais au magasin. Et une fois qu'ils sont chez moi, qui sont vides, eh ben, je les nettoie et je reviens avec les mêmes pots. Et du coup, voilà, c'est juste, faut juste savoir s'organiser. Au début, c'est un petit peu compliqué. On a l'habitude d'avoir des sacs plastiques. Mais après, on a l'habitude, on se rend compte aussi du volume que ça prend. Donc, on adapte son sac à dos suivant si on fait beaucoup de courses ou pas. Les légumes, uniquement de saison, sont livrés par des producteurs locaux implantés dans un rayon de 80 km. Pour moi, maintenant, c'est difficile de retourner dans un supermarché parce que quand je vois les produits, j'ai tendance à comparer à ici. Je m'aperçois aussi que beaucoup de choses sont vendues dans les supermarchés qui ne sont pas forcément essentielles. Alors qu'ici, on trouve quand même beaucoup de produits qui sont, on va dire, des produits de base, pour la plupart. Donc finalement, quand je vais dans un supermarché, je m'aperçois du superflu. Jean-Marc partage une maison avec 9 colocataires, ce qui permet de réduire les coûts et la consommation d'énergie. Son mode de vie est basé sur le principe de la simplicité volontaire. Alors au niveau de la consommation, je consomme je consomme des produits qui me paraissent nécessaires, comme la nourriture, de l'eau. Après, j'utilise aussi des produits, on va dire, qui sont jetables, comme les téléphones portables, j'ai un ordinateur. Après, j'essaie de pas les remplacer régulièrement. J'essaie de les utiliser le moins possible, enfin juste pour ce dont j'ai besoin. La décroissance, c'est pas se priver de tout. La décroissance, c'est peut-être réfléchir plus sur son mode de consommation. Ça peut ne pas dire non plus ne plus consommer, mais c'est de consommer autrement, de consommer intelligemment ou en se posant des questions, même si chacun a des besoins différents et que chacun se pose des questions différentes. Omniprésents dans notre vie et notre espace public, les biens de consommation régissent aussi l'organisation de la vie en société. L'une des principales revendications du mouvement pour la décroissance est l'arrêt de la production automobile. Une première étape vers une société plus lente, tournée vers l'homme. L'automobile, c'est un objet qui est très symptomatique de la société de croissance. C'est-à-dire qu'au départ, il n'y a que quelques automobiles, donc les automobilistes sont l'exception, et puis la voiture se généralise. Et il arrive un moment où on ne peut plus vivre sans automobile. Donc les gens, pour exister tout à fait normalement, comme l'automobile est devenue la norme, eh bien les gens sont obligés de travailler, même les gens les plus pauvres, pour acquérir une automobile, parce qu'il devient un moment où il est quasiment impossible de vivre sans cet objet. L'environnement est formaté de telle manière qu'on ne peut plus s'en passer. Donc c'est un objet qui est créé de toutes pièces, voilà, et qui devient une obligation pour pouvoir vivre normalement en société. Le mouvement pour la décroissance essuie également les critiques des syndicats. Un arrêt de la production automobile en France entraînerait selon eux la suppression de plus de 2 millions d'emplois. Pour compenser cette perte, les partisans de la décroissance prônent une réduction substantielle du temps de travail. De toute façon, nous sortirons de l'industrie automobile que nous le voulions ou non. C'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Pourquoi? Parce que cette industrie automobile, elle demande énormément de ressources et ces ressources n'existent pas. Les ressources sur la planète étant finies, eh bien, tout naturellement, nous sommes obligés de nous en sortir. Mais si nous laissons faire, eh bien, nous arriverons tout naturellement à une catastrophe. Parce que la régulation se fera par la crise. Donc nous devons au contraire anticiper la sortie de la société automobile. Moi je pense que, vu l'environnement qui est derrière nous, on peut penser ça comme une grande chance. Jean-Marc a lui-même fait le choix de travailler moins.
Son emploi de coursier à temps partiel lui rapporte tout juste 800 € par mois. Avant, je travaillais à plein temps, comme salarié, dans différents métiers. Et effectivement, je ressentais déjà que j'avais pas forcément le temps de tout faire pour ce que j'avais envie. Finalement, je pense qu'on peut vivre avec beaucoup moins d'argent que ce dont on a besoin. Et moi, aujourd'hui, je vis avec beaucoup moins d'argent qu'avant et je suis plus heureux. Et maintenant, c'est parti. Jean-Marc a ralenti son rythme de vie et consacre son nouveau temps libre à des activités bénévoles. Avec l'association Le Chat Perché, il anime des ateliers mobiles où chacun peut se familiariser avec l'usage du vélo. Travail, temps libre, le vélo occupe aujourd'hui une place centrale dans la vie de Jean-Marc. Avant, je prenais l'avion, maintenant je ne prends plus l'avion. Donc je décide de faire des voyages qui sont pas forcément très loin. Mais je me dis qu'il y a encore beaucoup de choses à voir, pas forcément, en n'allant pas forcément jusqu'au bout du monde. Non, en fait, je renonce pas parce que finalement, j'ai choisi de faire autre chose. Et si j'avais pas fait autre chose, que j'aurais pris l'avion, j'aurais pas fait aussi ces choses-là. Du coup, je fais des choix, mais ces choix-là, je les assume et j'y trouve toujours un vrai plaisir en fait. Le rejet de la croissance n'est pas qu'une affaire personnelle, mais passe aussi par des actes politiques. Là, c'est bien. Ok. T'es même pas obligé de passer dedans. Voilà. Les militants du clan du néon mènent des actions collectives pour lutter contre le gaspillage d'énergie et la pollution visuelle des enseignes commerciales. Donc c'est une action qui est à la fois donc anti-consommation et c'est aussi une action écologique, économique. Donc ça va un peu ensemble, c'est-à-dire qu'on éteint les lumières, donc ça évite la pollution lumineuse. Donc les villes qui sont des boules de soleil la nuit, donc ça évite ça. Et ça évite aussi l'omniprésence de la publicité. La publicité ment, la publicité tue, la publicité pollue, la publicité fait beaucoup de mal, elle nous oblige à surconsommer. Et la publicité devrait tout simplement être interdite. La publicité est dangereuse pour les enfants. La publicité nous fait grossir. La publicité nous fait acheter des télés. La publicité nous fait acheter des voitures. Et donc pour moi, la publicité ne devrait pas exister tout simplement. Voilà. Parce que la publicité crée artificiellement des besoins et défigure le paysage, les partisans de la décroissance prônent la suppression de tous les espaces publicitaires. Nous avons tous des milliers de slogans publicitaires qui font système, qui sont un grand discours et qui nous racontent la façon de bien voir la vie. Et bien aujourd'hui, on peut dire que le grand discours structurant qui est celui de notre époque, c'était le discours publicitaire. Donc tout cela a formaté nos esprits et petit à petit, l'objectif, bien sûr, c'est de s'en dégager parce qu'en fait, ce discours est complètement incompatible avec la possibilité de pouvoir préserver notre planète et essayer de vivre de manière viable et désirable dans un monde dans lequel les ressources se réduisent. De retour en Allemagne, je prends la résolution de consommer moins et mieux. Malgré les publicités alléchantes et la pression sociale, je renonce à l'achat d'un nouveau téléphone portable. L'ancien fera l'affaire, même s'il n'a pas de connexion Internet. C'est un fait. Nous ne pouvons pas maintenir notre niveau de consommation et surtout de mobilité et en même temps réduire nos émissions de CO2 et autres substances polluantes. Par conséquent, nous devons réduire notre niveau de production, favoriser la relocalisation de l'économie et la désindustrialisation. Mais cela concerne aussi la demande. Les hommes, et notamment les générations futures de nos sociétés modernes, doivent jouer le jeu et être en mesure de se contenter de moins pour vivre. Renoncer volontairement à certains biens ne me semble pas insurmontable. Mais qu'en est-il lorsque ce n'est plus un choix, mais une obligation? J'alourdis mon bilan carbone et m'envole à présent pour Barcelone, ma ville natale. À cause de la crise économique qui frappe durement le pays, les Espagnols ont dû changer leurs habitudes de consommation. Le produit intérieur brut n'a cessé de chuter depuis 2009. Plus de 25% de la population est sans emploi. Tandis que le gouvernement tente de relancer la croissance économique,
les citoyens expérimentent de nouvelles formes d'échange. Le troc connaît un regain de popularité. Sur les marchés spécialisés, un objet dont on ne se sert plus peut s'échanger contre un autre, et cela sans que l'argent entre en compte. La valeur des biens se décide au cas par cas. Vale. Este cacharrito, que es para hacer masaje en la cabeza del Natura. Tengo otro cacharrito de estos, un espejo. Perfecto, pues para ti. Muchas gracias. Ce qui compte, c'est ce dont on a besoin. La question n'est pas de savoir combien coûte un objet, mais si on en a besoin. À quoi ça sert de choisir un objet cher si on ne l'utilise pas? Ce qu'il faut, c'est en avoir l'utilité. Le marché, qui se tient 4 fois par an dans le quartier de Gracia, est organisé par le réseau d'échange Shaingra. La création de ce réseau d'échange était une façon de pointer du doigt la société de consommation et le système capitaliste, au sein duquel toutes les relations humaines sont influencées par l'argent. Celui qui possède de l'argent a accès à toute une série de choses, et celui qui n'en possède pas reste en marge. Nous voulions rompre avec ce modèle et trouver une voie qui permette à chacun de subvenir à ses besoins sans que cela passe par le biais de l'argent, afin que nous soyons tous sur un pied d'égalité. Un raïm fantàstic que mai es podrés. No, això no. A veure. Mira, te l'agafo de moment al bolso, va bé? Vale, vindré a buscar un altre compte. Vale? Perfecte. Adéu. He canviat. J'ai échangé ce sac contre un livre pour enfants. Et pas n'importe lequel. Il a même une loupe. Mais comme l'échange me paraissait un peu déséquilibré, j'ai demandé à choisir un second livre. Ah, aquest no és en català, però igual et va bé, és el que et dic, que és. Ah, no té lletra. No té lletra. Ah, vale. Perfecte. Vale, ja està. Depuis que les enfants sont un peu plus grands, je viens régulièrement ici. J'aimerais qu'ils comprennent que la fabrication du moindre objet a un impact sur l'environnement. Si on le jette, plus personne ne peut s'en servir. Et puis c'est aussi une bonne façon pour eux d'échanger avec les autres. Ils doivent se mettre d'accord avec la personne sur la valeur de tel ou tel objet. Parfois, il peut s'agir d'un objet qui ne fonctionne plus, mais qui aura beaucoup de valeur pour eux parce qu'il fait partie d'une collection, par exemple. Depuis le début de la crise, des débats publics sont régulièrement organisés en marge du marché. On voit fleurir un peu partout des initiatives citoyennes au sein desquelles les gens s'entraident pour joindre les deux bouts. Aujourd'hui, on a affaire à un État démissionnaire qui donne de plus en plus la priorité aux banques et aux grandes multinationales. Les citoyens sont livrés à eux-mêmes. Mais ce n'est pas avec l'individualisme qu'on s'en sortira. Ça, c'est une certitude. Depuis la crise, les Espagnols gèrent leurs ressources autrement. À Barcelone, la quantité de déchets baisse chaque année de 5%. Plusieurs ateliers de recyclage et de réparation ont vu le jour. Dans la lignée de sa campagne contre la tendance actuelle du tout jetable et pour limiter la production de déchets, la municipalité a créé en 2010 le service Reparat Millor que Nu. Réparer, c'est mieux qu'acheter. Dans cet atelier, on apprend à rallonger la durée de vie des appareils électroménagers. Lorsque les objets ont une durée de vie courte et qu'on les jette aussitôt, on gaspille les ressources. Si au contraire on leur donne une seconde vie et qu'on les utilise plus longtemps, on contribue à la protection de l'environnement. Rallonger la durée de vie des objets, c'est une façon de pratiquer l'écologie au quotidien. Gratuits, ces ateliers sont pris d'assaut, le plus souvent par des personnes ayant perdu leur emploi. Contra la calor. Són unes fundes que no és ben bé plàstic, és un altre material. Llavors, quan jo baixo així, quan jo baixo això, aquí, fixeu-vos, es connecta aquest interruptor. Veieu que hi ha un interruptor aquí? Mireu.
J'étais employé de bureau et maintenant je suis sans emploi. J'en profite pour faire des choses que je ne faisais pas lorsque je travaillais. Je me sens plus utile quand je répare moi-même mes appareils. C'est plus gratifiant que de simplement dépenser de l'argent. Pourquoi je prends 3 heures de mon temps au lieu d'acheter un nouveau mixeur? Parce que ça m'énerve de jeter un appareil sans savoir pourquoi il ne fonctionne plus. Je pense qu'on jette beaucoup trop de choses qui ont juste un petit dysfonctionnement et qu'on pourrait facilement réparer. Nous sommes de plus en plus nombreux sur la planète. Nous devons partager les ressources avec les Chinois ou les Indiens, par exemple, qui veulent eux aussi un meilleur niveau de vie comparable au nôtre. Nous devrons donc nous réhabituer à posséder moins de choses, ce qui ne nous empêchera pas d'avoir une vie très agréable. Installée à la lisière de la ville, la communauté de Can Masdeu n'a pas attendu la crise pour rompre avec la société de consommation. Dans un ancien hospice duquel ils ont pris possession, ces 27 membres tentent de subvenir eux-mêmes à l'essentiel de leurs besoins. Leur objectif, réduire au maximum leur empreinte écologique et trouver le chemin le plus direct entre producteurs et consommateurs. La crise est une notion relative. Et ici, d'une certaine façon, il y a toujours plus ou moins eu la crise. Quand on a le désir de vivre autrement et qu'on part de zéro, ce n'est pas évident. Mais nous, on était mieux préparés que la plupart des gens parce qu'on avait déjà commencé à changer notre mode de vie avant la crise. Quand la marge de manœuvre se réduit, il faut assurer ses arrières et trouver une forme de sécurité. Et notre sécurité à nous, c'est la communauté. Chaque habitant de Can Masdeu doit consacrer 2 jours par semaine aux travaux de la communauté. Le reste du temps, ils exercent une activité professionnelle. Anna Reis travaille 13 heures par semaine comme bibliothécaire. Pour le couvert et le logis, elle débourse 45 € par mois. Quand on vit ici, on a d'abord l'impression d'avoir plus à faire que si on vivait seul dans un appartement. On doit se consacrer à certains travaux, comme par exemple l'entretien du jardin potager. Mais d'un autre côté, jardiner permet d'avoir des légumes. Si on ne jardinait pas, il faudrait travailler plus afin de gagner assez d'argent pour pouvoir acheter des légumes dans un magasin. Ici, l'économie des ressources est un principe clé. Les déchets organiques servent de compost ou de nourriture pour les animaux. Un système de canalisation souterraine collecte dans la nappe phréatique l'eau destinée à l'usage domestique. Et l'eau est chauffée grâce à des panneaux solaires que les habitants ont eux-mêmes fabriqués. Pour la vaisselle et la douche, on utilise exclusivement du savon biodégradable. Après avoir été purifiée dans un bassin d'épuration végétale, l'eau résiduelle peut ainsi être réutilisée pour l'arrosage. Le fait de fonctionner en circuit fermé nous permet de réduire nos coûts et d'augmenter la productivité de nos systèmes. Si on composte les déchets et qu'on purifie l'eau, on peut les réutiliser. L'idée est d'éliminer un maximum d'intermédiaires et de vivre avec moins de ressources en consommant moins d'énergie. Si on le voulait, on pourrait tous mettre ces principes en pratique. Ça, ce sont des toilettes sèches. Elles s'utilisent comme des toilettes standards. Mais au lieu de tirer une chasse d'eau, on répand de la paille, de la sciure de bois ou même de la terre. Si de prime abord le concept peut rebuter, il a lui aussi son utilité. Le compost issu des toilettes est un engrais précieux pour les arbres fruitiers. Ici, rien de ce qui peut être réutilisé n'est jeté. 25 entrepôts sont dédiés au stockage des matériaux collectés. Ici, nous avons de grands échafaudages. Avec ce qu'il y a ici, nous pouvons faire des clôtures et des enclos pour les poules. Nous avons tout récupéré dans la rue.
Avec ces matériaux, on peut réparer les fenêtres, faire des doubles vitrages, renforcer telle ou telle structure. Les travaux de recyclage et de réparation sont l'une des pièces maîtresses du système économique de Can Masdeu. Pour cela, chacun doit apprendre à faire par lui-même. On vit dans un monde où on dépend toujours de quelqu'un d'autre pour résoudre ses problèmes, alors qu'on pourrait apprendre à les résoudre par soi-même. Can Masdeu est le lieu idéal pour ça, pour expérimenter, pour apprendre. Les gens qui vivent ici ont l'envie et le temps d'apprendre comment fonctionne telle ou telle chose. L'argent gagné avec l'atelier de cycle est injecté dans la communauté et assure à Pablo un revenu. Avant de se spécialiser dans la réparation de vélos, il travaillait dans le secteur des médias. Je naviguais entre deux modes de vie, celui plus conventionnel et celui-ci au sein de la communauté. Actuellement, je me sens plus attiré par cette vie. Ça doit être lié à la crise. On tire des avantages à vivre en communauté, et puis on est beaucoup plus heureux. Finalement, c'est tout ce qui compte dans la vie. Arnau aussi a dû se former sur le tas à l'agriculture biologique. Produire des choses par soi-même, tout projet d'économie alternative commence par là. No és tan important l'autosuficiència. Nous ne visons pas l'autosuffisance. C'est un concept un peu trop idéalisé. Si l'on compare les chiffres de la population et la surface agricole disponible en Europe, on voit bien que c'est un mythe. L'autosuffisance est probablement impossible à grande échelle. L'essentiel pour nous, c'est la notion d'échange. De nombreux réseaux d'économie alternative et solidaire se créent actuellement, et nous en faisons partie. C'est ça le plus intéressant. Chacun fabrique des produits qu'il échange avec d'autres producteurs et consommateurs, en sachant qu'une partie de la production est destinée à la consommation personnelle. Can Masdeu reçoit de plus en plus de visiteurs, curieux de découvrir le quotidien au sein de la communauté. Manifestement, les formes de vie alternatives séduisent particulièrement en ces temps de crise. C'est absurde. Aujourd'hui, nous avons accès à des technologies ultra-modernes, comme le téléphone ou l'ordinateur portable. Nous pouvons traverser l'Europe en avion pour une bouchée de pain. Mais nous n'avons pas de quoi nous payer un logement. Pour bien vivre, il faudrait commencer par satisfaire les besoins fondamentaux. Des relations humaines de qualité, des aliments aussi sains que possible, et un toit sur la tête. Et un système de transport. Mais il faudrait le redéfinir avec des trajets plus courts, plus de vélos, de trains et de covoiturage. Là, ce serait la vie de rêve. En Espagne, la société de consommation n'a pas tenu sa promesse d'améliorer le bien-être de ses citoyens. La crise a eu un impact dramatique sur la vie de beaucoup d'entre eux. Mais parallèlement, des structures solidaires se développent, et avec elles, l'aspiration à un modèle de société plus viable. Et si cette crise était une chance, celle de repenser tout notre système? Ce que vit l'Espagne actuellement va certainement se prolonger un certain temps, et d'autres pays risquent de connaître un sort comparable. Si nous saisissons cette chance qui nous est donnée de nous inspirer de ces pays pour nous entraîner, à titre préventif, aux pratiques d'approvisionnement d'une économie de post-croissance, le reste de l'Europe pourrait en profiter lui aussi. Ce jour-là, nous arrêterons de jeter un regard condescendant sur la Grèce et l'Espagne. Elles nous apparaîtront finalement comme l'avant-garde de l'économie de la post-croissance. Motivé par les initiatives espagnoles, je décide d'utiliser mes biens de consommation plus longtemps. J'entame l'inventaire de ce qui est encore utilisable. Je suis stupéfaite de la quantité d'appareils en état de marche qui s'entassent dans ma cave. Désormais, j'ai toujours un sac à provisions et un gobelet réutilisable sur moi, même si cela me vaut parfois d'être regardé de travers. Mais il me semble difficile d'éviter totalement les déchets et les emballages. Même par mauvais temps, je ne vais plus en ville qu'à vélo. Mais autour de moi, je vois toujours autant d'embouteillages. Quel peut être l'impact de mon comportement individuel? Direction
La petite ville de Totnes, dans le sud-ouest